Nous allons entamer cette seconde partie de l'après-midi. Alors je me retrouve président, mais voilà, j'ai pas le programme. Sur faut-il repenser l'infraction pénale. Donc je ne suis pas Emmanuel Dreyer, mais donc Jean-Christophe Simpeau, avec à mes côtés Jean-Baptiste Perrier et Jean-Yves Maréchal. Alors la première intervention, je vais me donner moi-même la parole, concerne l'interrogation qui m'a été proposée, faut-il repenser la responsabilité de la personne morale? À titre préalable, je voudrais remercier Jacques Leroy de son aimable invitation, de cette belle initiative, parce que les communications de ce matin ont montré que les propos étaient de grande qualité. Je vous prie également de m'excuser, puisque je serai obligé de vous quitter pour rejoindre Metz pour la conférence des doyens. Ce que je déteste faire, partir comme ça en cours de colloque. J'aime bien assister à l'ensemble des travaux, mais je ne peux pas faire autrement. Alors, faut-il repenser la responsabilité pénale des personnes morales? C'est une question qui me semble supposer d'abord un préliminaire, une sorte d'introduction de l'introduction. En posant une autre question, faut-il penser penser donc la responsabilité des personnes morales, et même a-t-elle été pensée, puisque lorsque l'on consulte différents manuels de droit pénal général ou différents articles consécutifs à la promulgation du code pénal, on lit souvent que cette responsabilité pénale des personnes morales n'a pas été pensée, qu'elle a cédé à l'utilitarisme, au pragmatisme, mais qu'au fond elle ne repose pas sur une vraie philosophie. Il me semble qu'on peut balayer cette pensée peut-être un peu poussiéreuse, tout simplement en recadrant les choses assez simplement. Dès lors qu'un groupement est doté de la responsabilité, de la personnalité morale, il est capable civilement de jouir de droits et d'obligations. D'ailleurs, la capacité civile, c'est la capacité entendue d'un point de vue positif, mais aussi la capacité que les civilistes appellent la capacité délictuelle, l'aptitude à répondre d'une faute civile et à réparer les conséquences de cette faute. Et la capacité, elle peut être pénale. C'est ce que nous dit l'article 121.2 du Code pénal, étant observé que l'aptitude de la personne morale, c'est à la fois une aptitude à l'infraction et puis une aptitude à la sanction. Et c'est ça, au fond, qu'il s'agit de vérifier. Alors, il y a une aptitude à l'infraction, pas uniquement parce que la loi le dit, mais parce qu'au fond, cette aptitude, elle repose sur de sérieuses justifications morales, sociales, économiques et politiques. Les personnes morales sont aptes à répondre des infractions parce qu'elles présentent une identité, une réalité sociale, et cette réalité sociale se manifeste d'un point de vue criminel dans certains secteurs industriels, dans le monde économique, où on voit bien que les personnes morales sont le cadre privilégié de la commission d'infraction. De là, il n'est pas absurde de dire qu'une entreprise, une institution, peut être désignée comme le répondant d'atteinte à des valeurs fondamentales que sont l'ordre public économique, la vie humaine, l'environnement. Lorsque, par exemple, un accident routier, ferroviaire, maritime, aérien, provoque la mort de nombreuses victimes ou provoque de graves dommages à l'environnement, il se trouve que le sentiment de justice et d'équité désigne le groupement comme étant responsable, parce qu'au fond, les personnes physiques qui ont certes été la main de ce groupement n'apparaissent que comme de petits responsables. Donc, dans cette première analyse, les personnes morales sont aptes à répondre des infractions parce qu'elles sont aptes à créer, à profiter des activités sociales, économiques, industrielles et professionnelles, et parce qu'elles peuvent présenter des organisations qui sont défectueuses. Mais au-delà, on peut aussi dire que les personnes morales sont aptes à la sanction. C'est plus surprenant de prime abord, parce que punir un groupement en raison d'une mauvaise pratique permet au fond au droit pénal d'assurer sa fonction de régulation de ses activités. La régulation, elle est d'abord morale, parce que la peine va désigner une entreprise, une institution à la réprobation publique, elle va rétablir une concurrence
aussi loyale. Les personnes morales, elles ont une image, elles ont un honneur, une forme d'honneur au moins, que des budgets colossaux de communication entretiennent, dans une perspective de développement. Et donc la sanction pénale, eh bien, elle affecte beaucoup plus considérablement qu'une simple mesure de réparation ou qu'une mesure administrative, elle affecte cette dimension en termes de communication. On peut par exemple se rappeler que lorsque la grande entreprise Volkswagen a été bien prise en flagrant délit de méconnaissance et de mensonge à l'égard des consommateurs sur la fabrication de ces voitures et spécialement la vérification du taux d'émissions de pollution, eh bien, des véritables excuses publiques ont été réalisées par les autorités de direction, et cela vraiment au nom de la personne morale, comme quoi il est important de rétablir, de s'amender en quelque sorte de cette faute. Donc il y a une forme de rétribution et d'amendement dans la sanction pénale potentielle au moins qu'on retrouve. Et puis la régulation est aussi économique, puisqu'on va écarter certains groupements de différents secteurs industriels et commerciaux. On va les condamner à des sanctions financières qui, dans certaines matières, sont finalement assez importantes. Si on applique la multiplication par 5 et puis le rapport avec le profit réalisé. Et ce risque pénal, eh bien, il incite à envisager des procédures de contrôle, il incite à envisager des procédures destinées à prévenir les atteintes à la sécurité des personnes, des biens et à l'environnement. Et donc, là encore, on retrouve une fonction de la peine qui est de se réadapter, de intimider, de rétribuer, bref. Je crois qu'on peut dire de ce point de vue-là que les personnes morales sont aptes à la sanction. Donc je n'irai pas plus loin pour dire simplement que je crois qu'il est excessif de dire que la responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité purement utilitaire. Elle a en réalité une vraie fonction sociale et elle participe à la fonction expressive du droit pénal. Alors cela étant dit, faut-il repenser cette responsabilité telle qu'elle est prévue à l'article 121.2 du Code pénal ? Je vais répondre positivement pour casser d'emblée le suspense, en orientant de manière assez arbitraire, mais au fond en suivant l'article 121.2, en deux sens la réflexion, étant observé que je crois que j'ai 20 minutes, donc je me contenterai peut-être de la première réflexion, et puis la deuxième sera dans la publication. On peut d'abord raisonner sur l'alinéa premier de l'article 121.2 et se demander s'il ne faut pas repenser les conditions d'imputation de la responsabilité pénale des personnes morales, dont vous savez qu'elle suppose qu'une infraction ait été commise par ses organes représentants pour son compte. Et puis on peut ensuite se demander, alinéa 3, si les conditions qui sont celles du cumul de responsabilités sont bien idéales et ne mériteraient pas non plus d'être repensées. Alors sur le premier point, faut-il repenser les conditions d'imputation de l'infraction à la personne morale? La méthode que je vous propose de suivre, c'est une méthode assez simple. Pourquoi faut-il repenser? Et ensuite, comment? Un peu de droit prospectif. Et donc, je suis obligé de me livrer un petit peu, forcément, à vos critiques, puisqu'il ne s'agira que de propositions personnelles. Pourquoi repenser la responsabilité pénale des personnes morales lorsqu'on raisonne sur l'alinéa premier, les conditions d'imputation? Je rappelle d'abord le système tel qu'il est analysé par la majorité de la doctrine contemporaine maintenant. L'article 121.2 du Code pénal exprime non pas une dérogation à l'article 121.1, principe de responsabilité du fait personnel, mais une adaptation de ce principe. Et on peut dire donc que la responsabilité pénale est une responsabilité pénale du fait personnel, mais par représentation des organes ou représentants. À partir de là, la question qui agite la doctrine, la jurisprudence, est celle de l'identification de ces organes ou de ces représentants. Et en réalité, la question, elle est double. Il y a une question de qualité et une question d'identité des organes ou représentants, qui sont deux questions différentes. La première question, celle de la qualité. Qui a qualité pour représenter? La loi dit les organes ou représentants, mais on sait que finalement, il y a au moins deux incertitudes sur ces notions. D'abord, la notion d'organe. Au fond, personne ne sait si un organe de fait peut,
l'instar d'un organe de droit, représenter la personne morale. On cite souvent une décision en ce sens, mais je ne trouve pas que la Cour de cassation ait eu vraiment à se prononcer de manière très certaine sur cette question. Et puis sur les organes de droit, tout le monde s'accorde pour dire que les organes qui représentent la personne morale sont des organes d'exécution, de délibération, mais faut-il y ajouter les organes de contrôle, un comité d'entreprise, un commissaire aux comptes dans une société commerciale, sont-ils aptes à engager la responsabilité pénale des personnes morales? Au fond, il n'y a pas de précision jurisprudentielle. Mais c'est surtout sur la notion de représentant que le débat s'est instauré, avec toute une jurisprudence que je ne peux pas retracer en quelques minutes, mais vous savez que la Cour de cassation a rapidement admis que le représentant devait être compris comme le délégataire de pouvoir, voire le subdélégataire, mais ça, c'est une jurisprudence que tout le monde connaît. Ce qu'on connaît un peu moins, parce que c'est une jurisprudence plus invisible, parce qu'on la pêche dans des arrêts inédits, ou des arrêts qui n'ont pas fait l'objet de commentaires toujours très approfondis, ou qui ont été commentés pour d'autres raisons. C'est de savoir si, à côté du représentant désigné par un acte juridique, donc l'acte unilatéral de délégation, on pourrait concevoir des représentants désignés par le fait juridique, c'est-à-dire l'exercice de certaines fonctions, indépendamment d'une délégation. Et lorsque j'avais fait ce travail lors du colloque pour le bicentenaire du Code pénal, j'avais listé un certain nombre de décisions où effectivement on admettait que certaines condamnations soient fondées sur la qualité simplement de supérieur hiérarchique d'une personne qui serait intervenue. Et puis dans l'arrêt très commenté pour d'autres raisons du 11 octobre 2011, l'arrêt EDF, on observe que la Cour de cassation vise d'un côté la délégation et d'un autre côté les attributions des agents qui, en l'espèce, avaient commis l'infraction. Et on reproche au juge du fond de ne pas avoir motivé que soit les agents disposaient d'une délégation de pouvoir, soit qu'ils disposaient d'attributions à même de les qualifier de représentants au sens de l'article 121.2. Et cela montre donc qu'à côté du délégataire, il y a place pour des personnes qui disposeraient d'une certaine autorité pour représenter la personne morale sans être nécessairement délégataire. Donc une incertitude déjà qui mériterait qu'on repense ou tout au moins qu'on précise. Deuxième incertitude, alors ça là c'est le pompon, et c'est l'incertitude sur la nécessité d'identifier, on n'est plus sur la qualité mais sur l'identité, d'identifier les personnes physiques qui agissent en qualité d'organes ou de représentants. L'article 121.2 ne dit pas grand-chose, il vise simplement une infraction commise pour son compte par des organes ou représentants. Et là, deux analyses doctrinales s'opposent, que je simplifie à l'excès. Une analyse qui nous dit, écoutez, il faut interpréter strictement l'article 121.2, il vise les organes, derrière les organes, il y a des personnes physiques, il faut donc identifier ces personnes physiques pour entrer en voie de condamnation. Et puis d'autres, dont je fais partie, disent, mais d'abord, il se peut que l'organe soit collectif. Et lorsque la décision est collective, on ne peut pas toujours identifier individuellement ceux qui ont pris part à la décision, notamment lorsqu'elle est secrète. Et puis, plus fondamentalement, il se peut que la médiation d'un organe ou d'un représentant soit acquise sans qu'on ait besoin nécessairement d'identifier les personnes physiques qui ont agi à ce qualité. Et c'est à chaque fois le cas lorsque une infraction est commise dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir, d'une compétence qui est confiée par la loi ou par les statuts à un organe ou un représentant, en sorte que si une infraction a été commise, elle n'a pu être commise que par la personne qui dispose de cette compétence ou de ce pouvoir. Alors cette présomption d'imputation, il y a une petite différence de langage avec Yves Maillot qui parle d'implication, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette discussion académique parce qu'au fond ça revient au même. Il s'agit de dire que les faits permettent d'impliquer ou de présumer que l'infraction n'a pu être commise que par un organe ou représentant. C'est la jurisprudence que l'on va retrouver dans l'arrêt du 20 juin 2006 en matière d'homicide involontaire, et puis qui est reprise, vous le savez, en matière d'infraction intentionnelle pour le faux en 2008, 25 février 2008. À partir de là, une foule de critiques d'une partie de la doctrine, des hésitations, on en a parlé ce matin, une division au sein de la chambre criminelle, et puis un certain nombre de décisions. Alors je ne les reprends pas toutes. 11 octobre 2011, arrêt EDF, 11 avril 2012, c'est l'arrêt que j'évoquais ce matin à la suite de notre audition avec Areti Matsopoulou. Ensuite, les arrêts du 6 mai 2014, il y en a 4
qui me paraissent plus déterminants. Et ces arrêts, interprétés par certains auteurs comme un revirement, par d'autres, dont j'ai fait partie, comme n'étant pas nécessairement des revirements, parce que la plupart de ces arrêts étaient des cassations au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire des cassations pour défaut de motivation, en sorte que l'on pouvait déduire que la Cour de cassation sanctionnait non pas l'utilisation d'un raisonnement par implication ou par présomption, mais le fait que les juges du fond n'aient pas suffisamment motivé les bases de ce raisonnement. Mais il est vrai que d'autres arrêts visaient aussi l'article 121.2 et donc qu'on pouvait hésiter. On en arrive à l'année en cours, j'ai repris un petit peu l'actualité de la jurisprudence, et des arrêts un petit peu plus précis, un arrêt alors en procédure pénale, mais qui intéresse finalement le fond, du 12 avril 2016, qui me paraît tout à fait décisif, même s'il ne va pas dans le sens que je soutiens, mais il faut admettre aussi ce que dit la Cour de cassation, qui casse donc une décision de juge du fond en employant la motivation suivante. Si le juge d'instruction doit rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale a été commis pour son compte, cette obligation ne s'impose pas préalablement au prononcé de la mise en examen de celle-ci, laquelle résulte de la seule existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction, l'information ayant notamment pour objet l'identification de la personne physique ayant engagé la responsabilité pénale de la personne morale. C'est long, vous aurez le temps de le relire, mais ce que l'on dit finalement, c'est que on n'a pas besoin d'identifier la personne physique ayant agi en qualité d'organe ou représentant au moment de la saisine du juge d'instruction, parce que c'est précisément l'objet du travail du juge d'instruction que d'identifier. Donc on en déduit que pour condamner, il faudra identifier l'organe ou le représentant en tant que personne physique. C'est tout au moins un raisonnement logique. Mais à peine a-t-on analysé cet arrêt que finalement on observe que cette position peut être atténuée par deux autres séries de décisions. D'abord, une décision EasyJet du 15 décembre 2015. EasyJet est condamné et la Cour de cassation prend bien le soin de relever que les juges du fond avaient eux-mêmes relevé que des instructions avaient été données par le dirigeant qui se situait à Londres, des instructions précises à un sous-traitant en France. On peut penser que la référence à cette personne physique, organe ou représentant, est quand même très très abstraite et qu'au fond, finalement, ce n'est qu'un artifice. Une seconde décision plus intéressante, en matière d'abstention. 22 mars 2016, il y en a deux d'ailleurs du 22 mars 2016, une qui fait référence à la compétence professionnelle d'un dirigeant pour condamner la société à raison d'une abstention. Il s'agissait très simplement de la situation suivante. On constate que dans un Super U, de la viande est reconditionnée avec une prorogation de la date de consommation, ou qu'on n'indique pas exactement la provenance et la race bovine. Donc, on est dans l'hypothèse d'une tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue. Et on relève que le dirigeant avait la compétence pour mettre en place des procédures de contrôle et qu'il s'était donc abstenu. Bref, on fait référence à une compétence, on fait référence au fait que cette compétence n'a pas été exercée, et donc on engage la responsabilité de la personne morale. Cela revient à la présomption d'imputation, au fond, qu'on a constaté en 2006. Et puis un autre arrêt du 22 mars 2016, je suis désolé d'être casuistique, mais on est obligé en cette matière de l'être, qui constate que les juges du fond doivent, en matière de manquement, d'abstention, eh bien, faire des recherches, y compris en ordonnant un supplément d'information. C'est-à-dire qu'on oblige le juge du fond, en quelque sorte, à faire la recherche précise de la personne qui aurait pu être qualifiée d'organe ou de représentant. Et c'est intéressant pour la pratique parce que ça veut dire que finalement, la charge de la preuve, eh bien, elle est un petit peu transférée sur le juge lui-même qui donc doit procéder lui-même à des investigations lorsque est invoquée une infraction commise par un organe ou par représentant. Donc c'est une jurisprudence indécise qui marque à l'évidence que les magistrats de la chambre criminelle ne sont pas tout à fait d'accord entre eux.
et qui, à mon sens, repose sur cette confusion que j'ai dénoncée à plusieurs reprises entre une exigence de fond et une exigence de preuve. L'exigence de fond, c'est celle de l'article 121.2. Effectivement, le modèle français, c'est un modèle de responsabilité indirecte, un modèle de responsabilité par représentation. Il faut constater qu'une infraction a été commise par un organe ou par un représentant. Nous n'avons pas encore consacré un système d'imputation directe pour une faute d'organisation dans l'entreprise. Ça n'existe pas en droit français, même si certaines décisions, et mon voisin en avait relevé dans son bel article il y a quelques années, ont pu parfois le consacrer. Donc ça, c'est l'exigence de fond. Mais cela n'empêche pas, au titre de la preuve, d'envisager dans certaines hypothèses que les faits permettent d'induire la participation de cet organe ou de ce représentant, quelle que soit l'identité des personnes physiques qui ont agi. Et au fond, je rejoins Emmanuel Dreyer qui est là, dans son manuel, qui distingue, au fond, deux situations. Ou bien l'infraction a été commise dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir de direction, d'une compétence. Et dans ce cas-là, je dirais que les faits permettent d'impliquer la participation de ces organes ou représentants. Ou bien l'infraction a été commise dans le cadre, n'a pas été commise dans le cadre de l'exercice d'une compétence, d'un pouvoir de direction. Et dans ce cas-là, il faut positivement, effectivement, établir que l'infraction est imputable à un organe ou à un représentant. Alors, la transition est faite. Comment sortir de ce brouillon de jurisprudence? Comment sortir de ces difficultés? Comment repenser alors les conditions d'imputation? On peut poursuivre deux orientations. Repenser la jurisprudence elle-même ou repenser la loi. On peut d'abord repenser la jurisprudence et constater que la jurisprudence dispose d'un pouvoir d'interprétation et que, au fond, c'est un autre débat, mais l'interprétation stricte de la loi pénale, c'est en application des principes que l'on retrouve dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une interprétation qui doit être claire et précise, donc prévisible. Cette prévisibilité, on peut la satisfaire en tenant compte de tout le corpus européen dont dispose le juge pénal pour interpréter l'article 121.2. Et je crois qu'il y a au moins un problème dont on pourrait sortir, c'est celui de l'interprétation de la notion de représentant. Tout simplement en constatant que la responsabilité pénale des personnes morales est envisagée dans la plupart des textes européens maintenant, la plupart des directives, ou dans les conventions du Conseil de l'Europe, toujours de la même façon. Je prends l'exemple de la directive du 5 avril 2011 sur la traite des êtres humains, mais on retrouve la même formule, par exemple, dans la Convention sur la corruption en 1999, et ce matin, on a parlé de la directive sur la cybercriminalité, c'est pareil. Si on prend cette directive du 5 avril 2011, on lit l'article 5, il y a une formule assez longue, c'est pas facile de la lire à l'oral, mais on nous dit que les personnes morales peuvent voir leur responsabilité engagée lorsque des infractions ont été commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit collectivement, en tant que membre d'un organe ou d'une personne morale, et qui exerce un pouvoir de direction. Et puis on évoque trois cas. Soit on exerce un pouvoir de représentation, soit on exerce une autorité pour prendre des décisions, soit on exerce une autorité pour exercer un contrôle. Eh bien, on a là le moyen d'interpréter la notion de représentant. Alors, il y a deux choses à dire ici. La technique employée et puis l'objet même de l'interprétation. La technique employée, là je renvoie à ce qu'a dit mieux que moi Pascal ce matin, sauf que je vais employer un terme un peu différent. Il y a une technique assez connue des civilistes qui est l'interprétation d'une norme interne à la lumière d'une directive européenne. C'est-à-dire qu'à l'effet direct, que tu as évoqué ce matin, certes, ça ne permet pas, s'il n'y a pas de transposition, de poser une incrimination, mais il n'empêche que ça permet quand même d'influencer le juge pénal dans son interprétation. Je me souviens, lorsque j'étais chargé de travaux dirigés en droit civil, en 1985, directive des produits défectueux, et puis quelques années plus tard, la Cour de cassation
alors même que la loi française n'a pas encore été transposée dans le Code civil, eh bien, interprète les articles 1147 et 1384 alinéa du Code civil à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 pour créer une obligation de sécurité dans les contrats. Là, c'est la même chose ici. On pourrait dire, vu la directive, ici, traite des êtres humains, si on est dans ce domaine-là, ou cybercriminalité, sinon dans un autre domaine, corruption, etc., ensemble, l'article 121.2 du Code pénal, attendu que la notion de représentant s'entend de la personne qui détient un pouvoir de représentation, ce qui nous renvoie au délégataire de pouvoir, de la personne qui exerce une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou de la personne qui exerce une autorité pour exercer un contrôle. Ce sont les mots de la directive. Et on aurait ainsi une interprétation tout à fait certaine, claire et précise de ce qu'est la notion de représentation. Et cette interprétation serait d'ailleurs conforme au droit comparé, puisqu'on s'aperçoit que dans de nombreux pays, je prends le Québec par exemple, eh bien, on précise une représentation par un agent d'exécution, par un cadre supérieur, avec des conditions différentes. Ça, c'est ce que peut faire la jurisprudence. Alors peut-elle aller plus loin? À une époque, j'avais proposé une solution un peu ambitieuse, mais je me suis un peu ravisé. C'était de permettre à la jurisprudence de s'appuyer directement sur l'article 121.1 pour fonder l'idée d'une faute diffuse, c'est-à-dire d'une imputation directe d'une faute à la personne morale. Au fond, si la personne morale peut être responsable par représentation sur l'article 121.2, elle pourrait être responsable de son fait personnel directement sur le fondement de l'article 121.1. Alors c'est une idée, évidemment, que je ne vais pas non plus complètement renier, mais qui laisse au juge un grand pouvoir d'interprétation. On peut se demander quand même si on ne dépasse pas le critère de la prévisibilité et donc de l'interprétation stricte. Il faut donc repenser la loi. Et repenser la loi comment? Et je vais vraiment faire qu'une première partie. Repenser la loi en deux sens. On peut repenser la loi pour stabiliser la jurisprudence d'abord. On peut repenser la loi pour changer de philosophie et étendre le modèle de responsabilité pénale. Alors, repenser la loi d'abord pour stabiliser la jurisprudence. Il faut mettre fin à cette jurisprudence sur l'identification ou pas de la personne physique agissant en qualité d'organe ou de représentant. On peut le faire de manière assez simple. En 1988, le comité des ministres envisage une recommandation, la recommandation donc 88-18, qui contient 3 points. Et il y a un point 2 qui est très clair. Les États devraient s'engager à ce que les entreprises soient responsables sans qu'il y ait ou non identification d'une personne physique ayant commis les faits ou missions constitutives de l'infraction. Alors ça n'a pas de valeur normative, c'est une recommandation, mais on voit bien que le législateur pourrait se saisir de cette recommandation pour finalement modifier l'article 121.2 en ajoutant les infractions, donc les personnes morales, sont responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, qu'il y ait ou non identification des personnes physiques ayant agi à ce qualité. Et là, évidemment, on réglerait le problème. Donc, de deux choses l'une, ou bien un organe ou représentant, et plus largement une personne dotée d'un pouvoir de direction, est identifiée comme auteur ou complice d'une infraction, et alors la responsabilité de la personne morale est engagée, ou bien la personne physique, auteur ou complice, n'a pas été identifiée, mais la nature, les circonstances de l'infraction permettent d'impliquer, de présumer la participation d'un organe, et alors, parce qu'il n'y a pas besoin d'identifier la personne physique, on peut malgré tout entrer en voie de condamnation. Au-delà de repenser la jurisprudence, on peut repenser la loi pour étendre le modèle de responsabilité. Et repenser le modèle, c'est dire que finalement, à côté d'une responsabilité par représentation, il pourrait y avoir place pour une responsabilité sans représentation, c'est-à-dire une responsabilité fondée sur une faute d'organisation, de fonctionnement, que j'ai appelée la faute diffuse, une faute qu'on n'arrive pas véritablement à imputer à une personne physique, mais qui, à l'évidence, peut être rattachée au groupement. Lorsque, par exemple, une opération de blanchiment est constatée au sein d'une entreprise, eh bien, même si elle ne peut pas être rattachée à une personne physique, eh bien, cette opération de blanchiment
eh bien, pourrait être rattaché à la personne morale. J'y vois deux intérêts à cet élargissement du modèle. Le premier intérêt, c'est de prendre en considération les dommages de masse, les accidents de masse. Lorsque on envisage ce type d'accident, et notamment en matière sanitaire, par exemple, un produit est fabriqué de manière défectueuse, au fond, la défectuosité du produit, elle est imputable à un défaut de contrôle qualité, à des négligences variables de tel agent ou de telle partie de l'entreprise, et le dirigeant est parfois très éloigné, au fond, de la fabrication concrète du produit. En rester à cette exigence de la participation d'un organe ou d'un représentant pour engager la responsabilité des personnes morales, c'est donc écarter par principe la responsabilité des personnes morales pour tout ce qui est, je dirais, produit défectueux. C'est ne pas permettre d'envisager une responsabilité pénale du fait des choses, ce qui me paraît tout à fait dommageable, parce que c'est bien là qu'il y a un intérêt à envisager une responsabilité pénale des personnes morales. Puis il y a un deuxième intérêt, c'est le cas des responsabilités attitrées. Dans de nombreux secteurs, en droit du travail par exemple, en droit de la consommation, eh bien, certaines infractions sont attitrées à des personnes déterminées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être imputées qu'à des personnes qui détiennent une certaine qualité. Et on observe que la qualité souvent en cause, c'est une qualité que la personne morale eh bien, détient elle-même. L'employeur, au sens des règles d'hygiène et de sécurité, aujourd'hui santé et sécurité au travail, ce n'est pas le dirigeant, c'est la personne morale elle-même. Le producteur, ce n'est pas le dirigeant, c'est la personne morale elle-même. Bref, la qualité professionnelle, elle n'est pas sur le chef sur la tête de la personne physique, mais directement sur la tête de la personne morale. Il y a donc une certaine logique à imputer directement à la personne morale des infractions pour lesquelles le législateur désigne un responsable. Et ajouter cette médiation par un organe ou représentant, c'est finalement ajouter une condition qui n'apparaît pas à l'évidence nécessaire. Et c'est la position du droit comparé. J'en terminerai par là. C'est la position du droit roumain, du droit belge, mais c'est aussi la position du droit québécois. Dans ces différents systèmes, au fond, ce qui compte, ce n'est pas que l'infraction ait été commise par un organe ou représentant, c'est de pouvoir rattacher cette infraction avec certitude au groupement. Et la vraie question, c'est celle du critère d'imputation. Le critère d'imputation, nous l'avons dans le texte. C'est cette formule dont tout le monde, pardonnez-moi l'expression, se fout. C'est pour le compte. Il n'y a aucune décision de justice qui ait eu à interpréter à un moment ou à un autre la notion d'infraction commise pour le compte. Et lorsque vous ouvrez l'ensemble des manuels, la plupart des manuels sont assez déserts, je ne sais pas comment il faut dire, sur cette condition, parce que, au fond, elle ne paraît pas autonome par rapport à la participation d'un organe ou d'un représentant. Une infraction commise pour le compte, c'est une infraction qui est commise dans l'intérêt de la personne morale. Cet intérêt, il peut être économique, l'infraction profite. Cet intérêt, il peut être juridique. L'infraction a été commise dans le cadre d'une activité qui relève de l'objet social du groupement ou qui participe à son fonctionnement ou à son organisation. Il est cohérent qu'un groupement réponde des infractions qui sont commises dans l'exercice d'activités qui participent à la réalisation de son objet social ou qui participent à son organisation, à son fonctionnement. Et au fond, c'est vers là qu'il faut tendre pour donner un vrai sens, à la fois technique et puis politique, à la responsabilité pénale des personnes morales. Alors j'ai trop parlé, donc je vais abandonner le second volet de mon intervention, que j'ai fait, je tiens à le dire, très tardivement, mais je l'ai fait, donc, qui concernait le cumul de responsabilités, puisque ce cumul, là aussi, mériterait d'être repensé parce qu'il n'est pas finalement très clairement dessiné par le législateur, qui nous dit que la responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, mais sans nous dire si ce cumul est de droit ou simplement éventuel. Il a l'air éventuel, mais alors comment distribuer la répartition des responsabilités entre la personne morale et la personne physique? Et puis comment le repenser? Eh bien, sans doute en distinguant entre les fautes, celle de la personne morale et celle de la personne physique, qui devrait sans doute être une faute plus grave, une faute qualifiée
mais je n'en dis pas plus long parce que j'ai trop pris la parole. Je vous remercie de votre attention.